Je suis Oliver Sterling, 32 ans, et ma propre mère est restée assise pendant que son mari et son fils tentaient de me voler mon toit. Avant de vous raconter comment un simple morceau de papier a fait trembler de peur l'homme le plus puissant que je connaisse, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Connaissez-vous ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et que vous sentez l'argent? Pas le genre que vous gagnez en faisant un double service à l'usine ou en économisant pour une Ford d'occasion. Je parle d'argent ancien, ou du moins d'argent qui veut vous faire croire qu'il est ancien. C'était l'odeur dans la salle d'audience ce mardi matin. Ça sentait le parfum cher, les mallettes en cuir et le genre d'arrogance qui ne vient que quand on ne vous a jamais dit non de toute votre vie. J'étais assis seul à la table du défendeur. Mes mains reposaient sur le bois bon marché, et j'essayais de les empêcher de trembler. Non pas parce que j'avais peur. J'étais au-delà de la peur. Je tremblais parce que j'étais en colère et parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent. Elles ne se sont pas juste ouvertes. Elles ont été poussées avec un sentiment de droit qui a fait tourner toutes les têtes. Julian Vance, mon demi-frère, est entré, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Il avait ce sourire narquois, celui qu'il a depuis que nous sommes enfants. Il marchait comme s'il possédait l'endroit, comme si le juge n'était qu'un autre employé sur sa liste de paie. Il faisait tournoyer un trousseau de clés à son doigt. J'ai reconnu le porte-clés. C'était pour la nouvelle Lamborghini Huracan qu'il avait achetée la semaine dernière. Verlim. La subtilité n'a jamais été le point fort de Julian. Derrière lui venait ma mère, Evelyne, et mon beau-père, Richard Vance. Richard était un homme imposant, pas d'une manière saine, mais d'une manière qui prenait de la place. Il portait le pouvoir comme une seconde peau. Il ne me regardait pas. Il ne me regardait jamais s'il pouvait l'éviter. Il était occupé à ajuster ses boutons de manchette, l'air ennuyé, comme si cette audience n'était qu'un inconvénient dans son emploi du temps consistant à racheter la moitié du comté. Et ma mère, elle était toujours aussi belle, cheveux parfaitement coiffés, une robe qui criait déjeuner au club de campagne, et serrant son sac Hermès comme un bouclier. Elle m'a regardé une seconde, juste un éclair, puis a détourné le regard. Cela m'a fait plus mal que l'indifférence de Richard. C'était un regard de pitié ou peut-être de honte. Je ne savais plus. Ils ont pris place à la table des plaignants. Leur avocat, Leonard Baxter, était déjà là, arrangeant ses papiers avec la précision d'un chirurgien se préparant à amputer un membre. Baxter était connu en ville comme le bulldog de la famille Vance. Il ne perdait jamais. Ou du moins, il n'avait pas encore perdu. L'huissier a appelé, tout debout. Le juge Harrison Cole est entré. C'était un homme sévère, réputé pour être dur mais juste. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a regardé les deux tables. D'un côté, les Vance, ressemblant à un portrait de famille royale. De l'autre côté, moi, Oliver Sterling, dans un costume que j'avais acheté il y a 5 ans pour le mariage d'un ami. Il s'agit de la succession d'Arthur Sterling, a dit le juge Cole. Sa voix a résonné dans la pièce silencieuse. Requête en transfert d'actifs d'urgence, spécifiquement la propriété connue sous le nom de Château Sterling, déposée par Monsieur Richard Vance au nom de la famille. Baxter s'est levé. Il n'avait même pas besoin de notes. Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix douce comme de l'huile. Nous sommes ici aujourd'hui pour corriger une grave erreur. Mes clients, Monsieur Richard Vance et Madame Evelyne Vance, ainsi que leur fils Julian, sont les gardiens légitimes de l'héritage Sterling. M. Oliver Sterling, malheureusement, a démontré une incapacité totale à gérer une propriété historique aussi importante. J'ai serré la mâchoire. Incapacité. C'était leur angle. Baxter a continué, arpentant légèrement la pièce. Le château exige un entretien financier considérable. Il exige une vision. Monsieur Vance a bâti un empire immobilier. Monsieur Julian Vance dirige une entreprise de médias prospère. Oliver, il m'a fait un geste de la main dédaigneux. Il est architecte, oui, mais il n'a aucun actif, aucune expérience en gestion, et franchement, votre honneur, nous avons des inquiétudes quant à sa stabilité depuis le décès de son grand-père. Richard a hoché la tête solennellement. Ma mère a tapoté ses yeux secs avec un mouchoir. C'était une performance parfaitement répétée. Nous avons des déclarations de témoins, a dit Baxter, tapotant un épais dossier.
des affidavits du personnel, des voisins. Ils disent tous la même chose. Oliver est dépassé. Il néglige la propriété. Pour le bien de la succession, et pour honorer le défunt Arthur Sterling, la propriété doit être transférée à Monsieur Richard Vance. Effectif. Immédiatement. Il a glissé la motion sur le banc vers le juge. Le juge Cole a pris les papiers et les a parcourus. Le silence dans la pièce était pesant. J'entendais l'horloge tic-tac sur le mur. J'entendais Julien taper son stylo sur la table. Un son rythmique agaçant. Le juge a levé les yeux. Il m'a regardé directement. « Monsieur Sterling » a-t-il dit. « Vous vous représentez vous-même aujourd'hui. » Je me suis levé. Mes jambes me semblaient lourdes, mais je me suis forcé à me tenir droit. « Oui, votre honneur. » « Vous avez entendu la motion » a dit le juge Cole. Maître Baxter présente un argument convaincant concernant la stabilité financière requise pour entretenir le château Sterling. Avez-vous une réponse? Vous opposez-vous à ce transfert? J'ai regardé Richard. Il regardait sa montre. Il pensait que c'était fini. Il pensait qu'il avait gagné. Il avait passé 20 ans à essayer d'effacer le nom de mon père, à essayer de m'effacer, et maintenant il était sur le point de prendre la dernière chose que mon grand-père m'avait laissée. J'ai regardé ma mère. Elle fixait ses mains. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à mon grand-père, Arthur. J'ai pensé aux nuits que nous passions dans la bibliothèque. Lui me montrant les plans du château, m'enseignant chaque passage secret, chaque pièce cachée. Il savait que ce jour viendrait. Il m'avait averti. Oliver, avait-il dit, tenant ma main fermement dans ces derniers jours. Ils viendront pour ça. Ils viendront pour tout. Mais j'ai construit un mur qu'ils ne peuvent pas escalader. J'ai de nouveau regardé le juge. Je m'y oppose, votre honneur, ai-je dit. Ma voix était stable, plus forte que je ne l'avais imaginé. Baxter a levé les yeux au ciel. Richard a soupiré bruyamment, s'assurant que toute la pièce entende son impatience. Pour quel motif, a demandé le juge Cole. Avez-vous des preuves pour réfuter ces allégations? Avez-vous des dossiers financiers? Des témoins de moralité? J'ai quelque chose de mieux, ai-je dit. Baxter a gloussé. À moins que vous n'ayez un billet de loterie gagnant dans votre poche, mon garçon. Je vous suggère de vous asseoir et de laisser les adultes s'en occuper. Je l'ai ignoré. J'ai regardé l'horloge. 10 heures. Exactement. J'aimerais demander à la cour d'attendre, ai-je dit. Attendre? Le juge Cole a froncé les sourcils. Pourquoi, monsieur Sterling? Pour la dernière personne, ai-je dit. Il devrait être ici tout de suite. Richard s'est penché en avant, chuchotant quelque chose à Baxter. Baxter s'est levé à nouveau. Votre honneur, c'est une tactique dilatoire. Monsieur Sterling fait perdre son temps à la cour. Il n'y a personne d'autre. Nous sommes la famille. Nous sommes les seuls qui comptent. Juste une minute, votre honneur, ai-je dit, s'il vous plaît. Le juge Cole m'a regardé, puis l'horloge. Il semblait peser la demande. C'était un homme qui respectait la procédure, mais il avait aussi un instinct quand les choses n'étaient pas tout à fait justes. Je vous accorde une minute, a dit le juge Cole. Les secondes s'écoulaient. Julien a poussé un grand gémissement et s'est affaissé dans sa chaise. C'est ridicule, a-t-il marmonné. J'ai une réservation pour le déjeuner à midi. 30 secondes. Richard s'est tourné pour me regarder, un ricanement se formant sur ses lèvres. Lâche l'affaire, Oliver. C'est fini. Retourne dans ton petit appartement et laisse-nous arranger le désordre que tu as créé. 45 secondes. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Est-ce que quelque chose avait mal tourné? Avait-il été retardé? Richard l'avait-il atteint? 50 secondes. Baxter s'est levé. Votre honneur, c'est sûrement suffisant. Bam. Les portes de la salle d'audience ne se sont pas ouvertes cette fois-ci. Elles ont été ouvertes fermement avec autorité. Un homme est entré. Il était grand, portant un costume noir taillé à la perfection. Il portait une mallette en cuir qui semblait avoir vu des centaines de salles de conseil et gagné des batailles dans chacune d'elles.
Il avait les cheveux argentés, soigneusement peignés en arrière, et des yeux qui balayaient la pièce comme un faucon repérant sa proie. Elias Thorne. La pièce est devenue silencieuse. Même Julian a arrêté de taper son stylo. Il y avait une énergie autour d'Elias. Une gravité qui attirait l'attention de tous. Il n'a pas regardé Richard. Il n'a pas regardé ma mère. Il a marché directement dans l'allée centrale. Ses pas ont résonné sur le parquet en bois. Il a dépassé la barre et s'est arrêté juste à côté de moi. Il a hoché la tête une fois, un mouvement à peine perceptible de son menton. « Votre honneur » a dit Elias. Sa voix était profonde, résonnante. Mes excuses pour le retard. Le trafic sur le pont. Le juge Cole a regardé par-dessus ses lunettes. Et vous êtes ? Je suis Elias Thorne, a-t-il dit. Je suis le cadre supérieur de la Hawthorne Trust. La tête de Richard s'est redressée d'un coup. J'ai vu la couleur de son visage s'évanouir. Hawthorne Trust. Même Richard Vance savait qui ils étaient. Ils géraient le genre d'argent qui ne faisait pas de publicité, le genre d'argent qui contrôlait les gouvernements. Hawthorne Trust. Baxter a bafouillé. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette affaire ? Nous discutons de l'homologation de la succession d'Arthur Sterling. Elias l'a ignoré. Il a posé sa mallette sur la table et a ouvert les loquets. Clac. Clac. Le son était comme deux coups de feu dans la pièce silencieuse. Il a sorti une seule enveloppe épaisse. Elle était scellée avec de la cire rouge. Votre honneur, a dit Elias. Maître Baxter agit en vertu d'un malentendu. Il croit que le château Sterling fait partie de la succession. Ce n'est pas le cas. Il s'est approché du banc et a remis l'enveloppe au juge. Ceci est l'acte de fiducie, a dit Elias. Établi il y a 7 ans par le défunt Arthur Sterling. Il place le château, les terrains et tous les actifs associés dans une fiducie irrévocable. Irrévocable, a dit Baxter, sa voix montant d'un octave. C'est impossible. Nous avons le testament. Le testament, a coupé Elias en douceur, couvre les effets personnels. Le château n'est pas un effet personnel. C'est un héritage et il n'appartient plus à Arthur Sterling. Il appartient à la fiducie. Le juge Cole a brisé le seau de cire. Il a sorti les documents et a commencé à lire. Ses yeux se sont écarquillés. Il a tourné la page, puis une autre. Il a levé les yeux vers Elias, puis vers Richard, et enfin vers moi. Ce document, a murmuré le juge Cole. Il s'est penché vers son microphone. Ce document stipule que le seul bénéficiaire de la fiducie avec tous les droits de résidence et de gestion est Oliver Sterling. Richard s'est levé, faisant tomber sa chaise en arrière. C'est un mensonge. Arthur était sénile. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ce document est un faux. Monsieur Vance, asseyez-vous, a aboyé le juge Cole. Je ne m'assiérai pas, a crié Richard. Son visage virait à une dangereuse teinte violette. J'ai mis des millions dans cette famille. Ce château est à moi. C'est la compensation pour tout ce que j'ai fait. La fiducie est inattaquable, a dit Elias calmement, s'adressant au juge. Elle contient également une clause spécifique concernant la tutelle. Dans le cas où Oliver Sterling serait incapable, le contrôle ne revient pas aux membres de la famille. Il revient à la Hawthorne Trust agissant en tant que fiduciaire. Le juge Cole a regardé Richard. Cela signifie, Monsieur Vance, que même si vous prouviez que Monsieur Sterling est inapte, vous ne mettriez jamais la main sur cette propriété. Pas en 1 million d'années. Le juge Cole a de nouveau regardé le document. Il a fait une pause, son doigt traçant une ligne près du bas. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Quoi, a demandé Baxter. Qu'est-ce que c'est ? Le juge Cole a levé les yeux et pour la première fois, il a semblé vraiment choqué. Il y a un addendum ici, a dit le juge lentement. Il stipule que la fiducie détient également l'acte de propriété de la résidence familiale Vance au 42, Oakwood Drive. La salle a éclaté. Quoi, a hurlé Richard. C'est ma maison. J'ai acheté cette maison. Selon ceci, a dit le juge Cole, vous avez contracté un prêt auprès d'Arthur Sterling il y a 20 ans pour acheter ce terrain. Un prêt garanti par l'acte. Vous ne l'avez jamais remboursé. Les intérêts ont composé.
Il y a 7 ans, Arthur a saisi le prêt discrètement et a transféré l'acte à la fiducie. Ma mère a poussé un soupir. Elle a attrapé le bras de Richard. Richard, est-ce vrai? Richard avait l'air d'être sur le point de faire un AVC. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Alors, a dit le juge Cole, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Non seulement Monsieur Oliver Sterling possède le château, il semble, Monsieur Vance, qu'il est aussi votre propriétaire. J'ai regardé Richard. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui tremblais. C'était lui. Requête rejetée, a dit le juge Cole, frappant son marteau. Ce tribunal reconnaît l'autorité de la Hawthorne Trust. Affaire classée. Julian a regardé son père, les yeux écarquillés de panique. Papa, qu'est-ce que ça veut dire, papa? Richard n'a pas répondu. Il fixait Elias Thorne avec une haine pure. Mais Elias ne le regardait pas. Il me regardait. Ce n'est que le début, Oliver, a-t-il dit doucement, de sorte que moi seul pouvais l'entendre. Votre grand-père s'était préparé à tout. Je ne le savais pas alors, mais il avait raison. Je pensais que la bataille était finie. Je pensais que j'avais gagné. Mais en sortant de cette salle d'audience, ressentant la première bouffée de victoire, je n'avais aucune idée que je venais de commencer une guerre. Et les secrets enfouis dans ce château étaient bien plus sombres que des prêts impayés ou des titres de propriété. J'ai dépassé ma famille. Ma mère ne voulait pas me regarder. Richard était au téléphone, criant sur quelqu'un. Julian courait après lui, posant des questions sur ses paiements de voiture. Je suis sorti au soleil. L'air avait un goût différent, un goût de liberté. Mais les ombres ont une façon de s'étirer longtemps avant que le soleil ne se couche. Quand j'avais 12 ans, j'ai appris qu'une maison n'est pas toujours un foyer. Parfois, c'est juste un bâtiment où des gens qui partagent votre nom de famille prétendent vous tolérer. Je me souviens du jour où ma mère a épousé Richard. C'était une affaire somptueuse dans les jardins du château. Des tentes blanches comme des nuages, du champagne coulant à flots, et assez de fleurs pour enterrer une petite ville. J'étais le porteur de l'alliance. Je me tenais là dans un smoking qui me grattait le cou, tenant un coussin de velours, regardant ma mère dire « oui » à un homme qui ne m'avait jamais adressé plus de 5 mots. Ces 5 mots étaient « reste hors de mon chemin ». Avant Richard, il n'y avait que maman, grand-père Arthur et moi. Mon père est mort quand j'avais à peine 1 an. Un accident de voiture. Ils ont dit qu'il avait perdu le contrôle sur une route sinueuse pendant une tempête. Je ne me souviens pas de lui, mais j'ai grandi en voyant son visage dans les couloirs du château Sterling. Il avait des yeux gentils. Tout le monde disait que je lui ressemblais exactement. C'est peut-être pour cela que Richard me haïssait tant. Chaque fois qu'il me regardait, il voyait le fantôme de l'homme dont il essayait de remplacer la vie. Après le mariage, les choses ont vite changé. Richard a emménagé et il n'est pas venu seul. Il a amené son bruit, ses partenaires commerciaux et son fils d'un mariage précédent, Julian. Julian avait 8 ans, 4 ans de moins que moi. Mais il savait déjà comment le monde fonctionnait. Il savait que pleurer lui donnait des jouets, et mentir lui évitait les ennuis. En 1 mois, ma chambre dans l'aile principale a été réquisitionnée pour du stockage. J'ai été transféré à la maison d'hôte, à la lisière du domaine. C'était un cottage assez agréable, mais le message était clair. Vous ne faites pas partie de cette famille. Vous êtes un invité, et les invités peuvent être priés de partir. Je me souviens d'un matin de Noël, quand j'avais 14 ans. Je me suis levé tôt, excité, et j'ai couru à la maison principale. Le salon était rempli de cadeaux, des montagnes. J'ai vu une toute nouvelle moto tout-terrain avec un ruban rouge. Mon cœur a bondi. J'en réclamais une depuis des mois. J'ai couru vers elle, touchant le métal froid du guidon. Enlève tes mains de là, a claqué une voix. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Julian était derrière lui, se frottant les yeux. C'est à Julian, a dit Richard. Mais j'ai bégayé. Il ne sait même pas conduire. Alors il apprendra, a dit Richard. Il a pointé une petite boîte emballée sous l'arbre. La tienne est là. Je l'ai ouverte. C'était un jeu de crayon de dessin d'architecte. Ton grand-père disait que tu aimais dessiner, a dit Richard d'un ton désinvolte. Compétence utile.
Peut-être pourras-tu concevoir le garage de Julian un jour. Julian a ri. Il est monté sur la moto et a fait des bruits de moteur. Il m'a regardé et m'a tiré la langue. C'était ma vie. J'étais le spectateur. Ils étaient l'événement principal. Mais j'avais grand-père Arthur. Arthur Sterling était un homme de peu de mots mais de grandes actions. Il voyait ce qui se passait. Il voyait la façon dont Richard prenait lentement le contrôle des réunions d'affaires, la façon dont il coupait les ponts avec les vieux amis de la famille, la façon dont il isolait ma mère. Arthur ne pouvait pas expulser Richard. Ma mère était aveuglée par l'amour, ou peut-être par la sécurité que Richard lui apportait. Elle était fragile. La perte de mon père avait brisé quelque chose en elle, et Richard était la colle qui maintenait les morceaux ensemble. Arthur ne voulait pas la briser à nouveau, alors il a joué un jeu différent. « Viens ici, Oliver, disait-il, me faisant signe dans son bureau tard le soir. Le bureau était mon sanctuaire. Il sentait le vieux papier, le tabac à pipe et le chêne. Il étalait les plans du château. Cet endroit, disait-il, traçant les lignes avec un doigt tremblant, est plus que des pierres et du mortier. Il a une mémoire. Il se souvient de ceux qu'il aime et de ceux qui veulent juste le vendre. Il m'a tout appris, comment les fondations avaient été posées en 1920, quel mur était porteur, où se trouvait le panneau caché dans la bibliothèque qui menait à la cave à vin. Il m'a appris l'existence de la fiducie, les responsabilités de la richesse, l'honneur. Richard est un requin, m'a dit Arthur un jour. Nous étions assis sur la terrasse, regardant Richard crier sur un jardinier pour une mauvaise herbe oubliée. Les requins doivent rester en mouvement pour respirer. Ils mangent tout sur leur passage. Mais sais-tu ce qui tue un requin, Oliver? Non, grand-père, ai-je dit. Un filet, a-t-il dit. Un filet qu'il ne voit pas avant d'être déjà emmêlé dedans. Je ne comprenais pas alors ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il était juste métaphorique. Il y a 3 semaines, Arthur est mort. C'était soudain, un AVC dans son sommeil. Ou du moins, c'est ce que le médecin a dit. Le médecin que Richard avait engagé. Les funérailles étaient un flou de costumes noirs et de fausses larmes. Richard a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé de partenariat, d'héritage et d'aller de l'avant. Il n'a pas mentionné la gentillesse d'Arthur. Il ne m'a pas mentionné. Je me tenais à l'arrière, près de la tombe, regardant le cercueil descendre. J'ai senti une main sur mon épaule. Ce n'était pas ma mère. C'était Elias Thorne. Je l'avais vu rendre visite à Arthur quelques fois au fil des ans, mais nous n'avions pas beaucoup parlé. Il vous aimait beaucoup, Oliver, a dit Elias. Je sais, ai-je étouffé. Il vous a laissé quelque chose, a dit Elias. Il a glissé une petite clé en laiton dans ma main. Gardez cela en sécurité. Ne le dites à personne. Pas à votre mère. Surtout pas à Richard. À quoi ça sert, ai-je demandé. Vous le saurez le moment venu, a dit Elias. Souvenez-vous juste. Patience. Le lendemain des funérailles, Richard a fait son coup. Je suis rentré du travail. J'étais un architecte junior dans un cabinet en ville quand j'ai découvert que les serrures de la maison d'hôte avaient été changées. Mes vêtements étaient dans des sacs poubelles sur le porche. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, frappant à la porte d'entrée du château principal. Richard a ouvert. Il souriait. Nous faisons des changements, Oliver. Nous avons besoin de la maison d'hôte pour le personnel. Julian développe son équipe média. Vous ne pouvez pas me mettre dehors, ai-je dit. Grand-père a dit que je pouvais vivre ici. Grand-père est mort, a dit Richard froidement. Et la maison appartient à la succession, que je contrôle. Vous avez 24 heures pour déplacer votre camion et vos affaires de ma propriété. Maman, ai-je crié. Maman. Elle est apparue dans le couloir derrière lui. Elle avait l'air pâle, fatiguée. Maman, dis-lui, ai-je plaidé. Elle a regardé Richard, puis moi. Oliver, c'est peut-être le moment de trouver ton propre endroit. Tu as 32 ans. Il est temps de passer à autre chose. Passer à autre chose. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. C'est ma maison. Plus maintenant, a dit Richard. Il m'a claqué la porte au nez. J'ai dormi dans mon camion cette nuit-là.
Je l'ai garé plus loin sur la route. En regardant le château sur la colline. J'ai vu les lumières s'allumer dans le hall principal. J'ai vu des ombres bouger. Ils célébraient. Le lendemain, je suis allé à la banque pour vérifier mes économies. Mon compte était gelé, signalé pour activité suspecte, m'a dit le caissier. Initié par l'exécuteur testamentaire, Richard. Il essayait de m'affamer. Il voulait me briser, me rendre démuni, pour que je n'ai pas les ressources pour le combattre. Mais il a oublié une chose. Il a oublié qui m'avait élevé. J'ai passé les 2 semaines suivantes à rassembler tous les morceaux de papier que j'avais. J'ai appelé tous les avocats de la ville, mais ils m'ont tous refusé. Conflit d'intérêts où ils avaient peur de Richard Vance. Puis j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, juste une heure et un lieu. Mardi, 9h. Palais de justice du comté, salle d'audience 4. Soyez là. Et cela nous ramène à aujourd'hui. J'ai conduit ma vieille Ford F-150 loin du palais de justice. La victoire semblait surréaliste. Richard était mon locataire. Je possédais la maison dans laquelle il dormait. C'était presque trop beau pour être vrai. Mon téléphone a vibré. C'était Sarah Jenkins. Sarah était ma seule amie du lycée restée en ville. C'était une avocate, vive comme l'attaque, mais elle travaillait en droit pénal, pas en droit des successions. Je l'avais appelée la veille de l'audience, désespérée de conseils. C'est elle qui m'avait dit de simplement me présenter et de faire opposition pour gagner du temps. Oliver, a-t-elle pratiquement crié au téléphone. J'ai entendu. Le palais de justice est en effervescence. Le juge Cole a-t-il vraiment dit que tu étais le propriétaire de Richard? Il l'a dit, ai-je répondu, un sourire perçant enfin mon épuisement. Elias Thorne s'est présenté. La Hawthorne Trust détient tout. Hawthorne. Nom d'une pipe, Oliver. C'est énorme. Mais écoute-moi. Tu dois faire attention. Attention? J'ai gagné, Sarah. Tu as gagné une bataille, a dit Sarah, sa voix devenant sérieuse. Tu as humilié Richard Vance en public. Tu as pris sa maison et son château. Un homme comme ça ne s'en va pas comme ça. Il riposte. Fais attention. Je le ferai. J'ai dit, je vais au château maintenant. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de savoir qu'il est vraiment à moi. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Sérieusement, Oliver, verrouille tes portes. J'ai raccroché et j'ai tourné sur la route sinueuse qui menait au château Sterling. Les grilles en fer étaient ouvertes. J'ai remonté la longue allée, le gravier crissant sous mes pneus. C'était majestueux. Les tourelles de pierre s'élevaient contre le ciel gris couvert de lierre. Cela ressemblait à une forteresse. Ma forteresse. J'ai garé le camion juste devant l'entrée principale, à côté de la Rolls-Royce de Richard. Elle était toujours là. Bien sûr, il n'avait pas encore déménagé. J'ai monté les marches et poussé les lourdes portes en chêne. Bonjour, ai-je appelé. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je suis entré dans le hall. Le grand escalier se dressait devant moi. Oliver. Je me suis retourné. Richard se tenait dans l'embrasure du salon. Il tenait un verre de whisky à la main. Sa cravate était desserrée. Il avait l'air échevelé, mais ses yeux étaient dangereux. Richard, ai-je dit, je suppose que vous faites vos valises. Il a ri. Un son bas et sec. Faire mes valises? Non, je fête. Fêter quoi? Fêter le fait que tu es prévisible, a-t-il dit. Il a pris une gorgée de sa boisson. Tu penses qu'un morceau de papier change quoi que ce soit? Tu penses que tu peux gérer cet endroit? Le tribunal le pense, ai-je dit. Le tribunal ne sait pas ce que je sais, a dit Richard. Le tribunal ne sait pas pour l'enquête. Quelle enquête? Richard a souri. C'était un sourire de loup. Celle sur l'abus de personnes âgées. Celle sur la façon dont tu as contraint un vieil homme mourant à te céder ses biens. C'est un mensonge, ai-je dit, m'avançant. Vraiment? Richard a sorti une télécommande de sa poche et l'a pointée vers la télévision murale au-dessus de la cheminée. L'écran a pris vie.
C'était une séquence granuleuse. Des images de caméras de sécurité. J'ai vu une pièce, la chambre de mon grand-père. J'ai vu Arthur allongé dans son lit et je me suis vu, mais ce n'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait, portant mes vêtements. La silhouette à l'écran criait, penché sur le lit, secouant le vieil homme. Signé, vieil homme. Signé ou je vous laisserai pourrir ici. Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais fait ça. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Des preuves, a dit Richard doucement. Baxter dépose une motion d'urgence en ce moment, basée sur de nouvelles preuves de mauvaise conduite criminelle. La fiducie a une clause, Oliver, une clause de turpitude morale. Si le bénéficiaire est accusé d'un crime contre le donateur, la fiducie est annulée. Il a pris une autre gorgée de whisky. Vous avez 24 heures pour me céder vos droits volontairement, a dit Richard, ou cette vidéo ira à la police et au lieu de vivre dans un château, vous vivrez dans une cellule. J'ai fixé l'écran. La silhouette levait une main comme pour frapper mon grand-père. J'ai ressenti une vague de nausée. Je me suis retourné et je suis sorti. Tu t'enfuis, a appelé Richard derrière moi. Bon choix. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré en trombe. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce jeu mieux que moi. J'ai roulé directement au bureau de Sarah Jenkins. C'était un petit espace encombré au-dessus d'une boulangerie en ville. L'odeur du pain frais me faisait habituellement me sentir mieux, mais aujourd'hui, cela me rendait juste malade. J'ai fait irruption sans frapper. Sarah était au téléphone, les pieds sur son bureau. Elle a jeté un œil à mon visage et a raccroché. « Oliver, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a menacé? » Pire, ai-je dit. Il a une vidéo de moi abusant de grand-père. Les sourcils de Sarah se sont levés. « Quoi? Toi? Tu ne ferais pas de mal à une mouche. » C'est un faux, ai-je dit, arpentant la petite pièce. Mais ça a l'air réel, Sarah. Ça a l'air terrifiant de réalisme. Ma voix, mon visage. Il dit qu'il va l'envoyer au procureur si je ne lui cède pas le château. Sarah s'est levée et a pris son ordinateur portable. D'accord, doucement. Décris-le. Je lui ai tout raconté, l'angle, les mots, les vêtements, les images de sécurité. Si c'est du système du château, a murmuré Sarah, il devrait y avoir un horodatage, des métadonnées. As-tu vu un horodatage? Je n'ai pas regardé de près. J'étais trop occupé à essayer de ne pas le frapper. Nous devons voir cette vidéo, a dit Sarah. Mais nous ne pouvons pas la lui demander. Il enverra juste une copie à la police. Que faisons-nous? Je me suis assis, la tête dans les mains. Il m'a donné 1 heure. Il me reste 40 minutes. Sarah s'est mordu la lèvre, réfléchissant. Qui gère la technologie pour les Vance? Qui aurait la capacité de faire un deepfake aussi bon aussi vite? Julian, ai-je dit instantanément. Il dirige Vance Media. Il a tout un studio en ville. Il se vante toujours de son équipe d'effets spéciaux. Julian, a acquiescé Sarah. D'accord, si Julian l'a fait, il y a une trace numérique, mais nous ne pouvons pas obtenir un mandat en 40 minutes. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un numéro connu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Bonjour, monsieur Sterling. C'était Elias Thorne. Sa voix était calme, me servant d'encre dans la tempête. Elias, ai-je dit, un soulagement m'envahissant. Richard, il a une vidéo. Je sais, a dit Elias. Votre grand-père avait anticipé cela, a dit Elias. Il savait que la technologie pouvait être transformée en arme. Oliver, écoutez-moi attentivement. Ne signez rien. Retournez au château, mais n'entrez pas encore. Rejoignez-moi à la grille. Mais l'heure, Richard bluffe sur l'heure, a dit Elias. Il veut que vous signiez parce qu'il sait que la vidéo ne tiendra pas la route lors d'une véritable enquête, mais il sait aussi qu'elle détruira votre réputation à court terme. Nous devons le battre à son propre jeu. Comment? Venez à la grille, a dit Elias. Et amenez Madame Jenkins. Nous aurons besoin d'un témoin.
J'ai regardé Sarah. Allons-y. Nous avons couru jusqu'au château. Aux lourdes grilles de fer, une berline noire attendait. Elias Thorne est sorti. Il n'était pas seul. Un jeune homme vêtu d'un sweat à capuche et d'un jean était assis sur le siège passager avec un ordinateur portable. C'est Alex, a dit Elias. Il travaille pour la division cybersécurité de Hawthorne. Alex n'a pas levé les yeux de son écran. Je suis dans le serveur de Vance Media. Leur pare-feu est une blague. C'est comme un morceau de gruyère. Vous les avez piratés, a demandé Sarah, impressionnée. Appelons ça un audit agressif, a dit Elias en douceur. Alex, qu'avez-vous trouvé? Un dossier de projet intitulé Le vieil homme, a dit Alex. Créé il y a 3 jours. Les journaux de rendu montrent une génération de deepfakes utilisant des échantillons de voix d'Oliver provenant, semble-t-il, de messages vocaux et des échantillons vidéo d'un mariage. Mon cousin s'est marié. Je me suis rendu compte que j'avais prononcé un discours. Julien l'avait enregistré. Voici l'arme fumante, a dit Alex. Ils ont utilisé un acteur de base pour les mouvements corporels. J'ai les séquences brutes de l'acteur. Un gars en combinaison verte debout dans un studio. Il a tourné l'ordinateur portable. Nous avons regardé un homme en combinaison de capture de mouvement verte crier à une chaise vide. Signé, vieil homme. Signé. Je t'ai eu, a murmuré Sarah. C'est la preuve. J'ai dit que nous pouvions l'arrêter. Pas seulement l'arrêter, a dit Elias, ses yeux s'endurcissant. Nous allons le briser, mais nous devons le faire publiquement. Si nous lui montrons cela en privé, il le niera, détruira les preuves et tentera autre chose. Nous devons le laisser jouer sa main. Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Laissez-le déposer la motion, a dit Elias. Laissez-le soumettre la vidéo au tribunal une fois qu'elle sera versée au dossier. C'est un crime, un parjure, une falsification de preuves. Ensuite, nous agirons. Mais ça veut dire que je vais être arrêté, ai-je dit. Ça veut dire que mon nom sera traîné dans la boue. C'est un risque, a admis Elias. Mais c'est le seul moyen de s'assurer qu'il aille en prison et ne puisse plus jamais vous toucher, ni le domaine. Me faites-vous confiance, Oliver? J'ai regardé le château. J'ai regardé Sarah. Elle a hoché la tête lentement. Je vous fais confiance, ai-je dit. Le lendemain matin, la tempête a éclaté. Les titres hurlaient, héritier de la fortune sterling accusé d'abus envers les personnes âgées. La police est arrivée à mon appartement à 8 heures. Ils étaient polis mais fermes. J'ai été menotté, passé devant les caméras clignotantes. J'ai vu Julien dans la foule de journalistes, l'air sombre, secouant la tête. C'est une tragédie, l'ai-je entendu dire à un journaliste. Nous avons essayé de l'aider. Nous avons essayé de lui obtenir de l'aide. J'ai passé la nuit dans une cellule de détention. Ça sentait l'urine et le désespoir. J'étais assis sur la couchette métallique, rejouant le plan dans ma tête. Attendre l'audience. Attendre l'audience. L'audience d'urgence était fixée 2 jours plus tard. Baxter avait agi rapidement, affirmant que j'étais un danger pour le domaine et la communauté. Je suis entré dans la salle d'audience en combinaison orange. C'était humiliant. Ma mère était là encore, pleurant dans un mouchoir. Richard avait l'air solennel, comme un parent en deuil. Le juge Cole avait l'air furieux. Il m'a fusillé du regard. Monsieur Sterling, a-t-il dit, ce sont des accusations odieuses. La preuve vidéo soumise par le plaignant est dérangeante. C'est déchirant, votre honneur, a dit Baxter. Nous demandons que monsieur Sterling soit immédiatement révoqué en tant que bénéficiaire et placé en détention en attendant son procès. La défense a-t-elle quelque chose à dire, a demandé le juge Cole. Sarah s'est levée. Elle me représentait maintenant. Oui, votre honneur, a-t-elle dit clairement. Nous aimerions présenter une preuve qui clarifiera le contexte de la vidéo du plaignant. Contexte, a raillé Baxter. Vous ne pouvez pas contextualiser le fait de frapper un vieil homme. Si le tribunal le permet, a dit Sarah, branchant une clé USB dans le système audiovisuel. Les écrans de la salle d'audience ont clignoté. Au lieu des images granuleuses de la chambre, un écran partagé est apparu. À gauche, la vidéo que Richard avait soumise. À droite,
les images qu'Alex avait volées à Vance Media. L'homme en costume vert est apparu. Il a agité les bras. Signé, vieil homme. Signé. Sur l'écran de gauche, mon visage numérique faisait exactement le même mouvement. La salle d'audience a halté. Puis Sarah a fait jouer l'audio. D'accord, Julien, c'est assez en colère, a demandé l'acteur en costume vert. Oui, c'est bon, a répondu la voix de Julien Orchamps. Fais-le paraître plus fou. Fais-le paraître comme s'il était sur le point de le frapper. Silence. Un silence absolu, suffocant. J'ai regardé Julien. Il était pâle comme un drap. Il a essayé de se lever, mais ses jambes ont semblé lui faire défaut. J'ai regardé Richard. Il ne regardait pas l'écran. Il regardait la porte, calculant la distance. Le juge Cole s'est levé. Il n'a pas utilisé son marteau. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était un coup de tonnerre. Monsieur Baxter, a-t-il dit, sa voix tremblante de rage contenue. Étiez-vous au courant de cela? Baxter transpirait abondamment. Moi, votre honneur, je reçois des preuves de mes clients. Je pars du principe de la bonne foi. Bonne foi, a rugi le juge Cole. C'est une fabrication. C'est une fraude envers le tribunal. Il s'est tourné vers les huissiers. Scellez les sorties, a ordonné le juge Cole. Personne ne quitte cette salle. Il a pointé un doigt vers Julien. Monsieur Julien Vance, vous êtes en état d'outrage. Et je saisis immédiatement le procureur pour des accusations de parjure, falsification de preuves et fraude. Julien a commencé à pleurer. Ce n'était pas mon idée. C'était papa. Papa m'a dit de le faire. Tais-toi, idiot, a sifflé Richard, attrapant le bras de Julien. Et vous, monsieur Vance, a dit le juge Cole, ses yeux froids comme la glace. Il semble que vous ayez creusé votre propre tombe. Je demande un avocat, a crié Richard. C'est un coup monté. Elias Thorne s'est levé de la galerie. En fait, votre honneur, il y a une dernière chose, a dit monsieur Thorne, a demandé le juge Cole. La fiducie a une clause de non-contestation, a dit Elias calmement, comme nous en avons discuté, mais elle a aussi une clause d'action malveillante. Tout membre de la famille qui tente de frauder le domaine perd tout droit à tout actif, don ou allocation précédemment accordé par Arthur Sterling. Il s'est tourné pour regarder Julien. Cela inclut le fonds fiduciaire mis en place pour l'éducation et les entreprises de Julien. Il est par la présente révoqué. Les 2 millions de dollars sur ses comptes appartiennent désormais au domaine. Julien a hurlé. S'est éteint son aigu et fin. Non, mon argent. Vous ne pouvez pas prendre mon argent. C'est déjà fait, a dit Elias. Les transferts ont été exécutés au moment où la fraude a été prouvée en cours. Je les ai regardés s'effondrer. Le demi-frère arrogant, le beau-père dominateur. Ils se tournaient les uns contre les autres, se déchirant. Mais au milieu du chaos, j'ai regardé ma mère. Elle n'avait pas bougé. Elle était restée figée, fixant la table. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air terrifiée. Et puis elle m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu un message dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié. C'était un avertissement. Cours. Pourquoi voudrait-elle que je cours? J'avais gagné. Juste à ce moment-là, le téléphone de Richard a vibré sur la table. Il l'a regardé. Son visage est passé de la colère à autre chose. Quelque chose denté. Il a murmuré quelque chose à ma mère. Elle a tressailli. Richard s'est levé, ignorant l'ordre du juge. Je dois aller aux toilettes, a-t-il dit. Asseyez-vous, a crié l'huissier, se dirigeant vers lui. Mais Richard était rapide pour un homme de sa taille. Il a repoussé l'huissier et s'est précipité vers la porte latérale. Arrêtez-le, a crié le juge Cole. Le chaos a éclaté. Les huissiers l'ont poursuivi. Julien sanglotait sur le sol. J'ai regardé Elias. Où va-t-il? Elias a vérifié son propre téléphone. Son visage a pâli. Le château, a dit Elias. Il va au château. Pourquoi, ai-je demandé. Il ne le possède plus. Parce que, a dit Elias,
me regardant avec une intensité grave, il sait ce qu'il y a dans la chambre rouge. La chambre rouge, ai-je demandé. Il n'y a pas de chambre rouge. Il y en a une, a dit Elias. Et s'il y arrive avant nous, il brûlera tout, y compris la vérité sur votre père. Mon père? Je n'ai pas attendu la permission. J'ai couru. J'ai couru hors du palais de justice, ignorant les cris des huissiers. Sarah était juste derrière moi, ses talons claquant frénétiquement sur le trottoir. Oliver, ma voiture, a-t-elle crié, montrant une élégante Porsche Macan garée au bord du trottoir. Ton camion ne l'attrapera pas. Nous avons sauté dedans. Sarah a démarré en trombe, grillant un feu rouge. Qu'est-ce que la chambre rouge, a demandé Sarah, serrant le volant. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ton père? Je ne sais pas, ai-je dit, vérifiant mon téléphone. Elias avait envoyé une épingle de localisation. Elle se déplaçait rapidement le long de l'autoroute vers le château. Elias a dit que ça contenait la vérité. Richard essaie de la détruire. Richard est désespéré, a dit Sarah. Il ne se bat plus seulement pour l'argent. Il se bat pour sa vie. Les gens font des choses folles quand ils sont acculés. Nous avons pris l'autoroute. Sarah a mis le pied au plancher. Le moteur de la Porsche a rugi. Nous avons fendu le trafic, évitant les voitures plus lentes. Devant, j'ai vu la Rolls-Royce noire zigzaguer entre les voies. Le voilà, ai-je pointé. Richard conduisait comme un maniaque. Il a éraflé le côté d'une mini-fourgonnette, faisant voler des étincelles, mais il ne s'est pas arrêté. Il est fou, a murmuré Sarah. Mon téléphone a sonné. C'était Elias. Oliver, écoutez-moi, a dit Elias, sa voix tendue. Je pouvais entendre le bruit du vent. Il devait être dans sa propre voiture derrière nous. La chambre rouge est derrière la bibliothèque. L'entrée est dissimulée derrière la tapisserie de la bataille d'Hastings. Je connais cette tapisserie, ai-je dit. Mais il n'y a qu'un mur derrière. Il y a un clavier, a dit Elias. Incrusté dans le cadre en pierre. Le code. Le code est votre date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire, grand-père. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Elias, ai-je demandé. Dites-moi. Votre grand-père a passé 20 ans à enquêter sur l'accident, a dit Elias. L'accident qui a tué votre père. Il ne croyait pas que c'était un accident. Il a trouvé des choses. Des preuves. Mon estomac s'est noué. Preuve de quoi? Preuve que les conduites de frein ont été coupées, a dit Elias. Et preuve de qui a payé pour cela. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Richard. C'était Richard. Il n'a pas seulement volé mon héritage. Il a volé mon père. Il va le brûler, ai-je dit, ma voix froide. Ne le laissez pas faire, a dit Elias. Mais soyez prudent. Il est dangereux. Nous avons pris la sortie vers le domaine. La Rolls-Royce prenait de la distance sur les routes sinueuses. Richard connaissait ces virages aussi bien que moi. Cette chose peut-elle aller plus vite, ai-je demandé à Sarah. Accroche-toi, a-t-elle dit. Elle a rétrogradé et la voiture a bondi en avant. Nous avons dérapé à travers les grilles ouvertes du château. La Rolls-Royce était déjà garée à l'emporte-pièce sur la pelouse avant, des traces de pneus déchirant l'herbe. La portière du conducteur était ouverte. J'ai sauté avant que la voiture ne s'arrête complètement. Appelle la police, ai-je crié à Sarah. Dis-leur qu'il est armé. J'ai sprinté les marches. La porte d'entrée était défoncée. Richard n'avait pas utilisé de clé. Il l'avait défoncée d'un coup de pied. Je suis entré dans le foyer. C'était vide. J'ai entendu des bruits de fracas venant de l'aile. J'ai couru devant le grand escalier. Mes pas résonnaient sur le marbre. J'ai atteint les portes de la bibliothèque. Elles étaient ouvertes. À l'intérieur, c'était le chaos. Des livres étaient arrachés des étagères. Des chaises étaient renversées. Et là, contre le mur du fond, se tenait Richard. Il avait arraché l'immense tapisserie. Elle gisait en un tas sur le sol. Il tapait des chiffres sur un clavier encastré dans la pierre. Richard, ai-je crié. Il s'est retourné. Il transpirait, les yeux fous.
Il tenait un briquet argenté dans une main et une bouteille de liquide inflammable dans l'autre. « Toi, a-t-il grogné. Tu n'as pas pu laisser tomber, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu simplement prendre l'argent et partir. Tu l'as tué, ai-je dit, m'avançant lentement vers lui. Tu as tué mon père. » Il était faible, a crié Richard. Il ne savait pas comment utiliser cette richesse. Il allait donner la moitié du terrain à l'État pour un parc. Parc. J'ai vu le potentiel. J'ai vu l'empire. Alors, tu l'as assassiné. J'ai pris une décision commerciale, a hurlé Richard. Le clavier a bipé vert. Clic. Une section du mur de pierre s'est ouverte. Richard a attrapé la poignée et a tiré. Un escalier sombre et étroit a été révélé. Il a vaporisé du liquide inflammable dans l'ouverture sombre. Non. J'ai bondi sur lui. Richard a balancé la bouteille de liquide inflammable, me frappant à la tête. J'ai trébuché en arrière, voyant des étoiles. Il a allumé le briquet. « Adieu, Oliver », a-t-il dit. Il a jeté le briquet allumé dans le trou. Ouch. Une boule de feu a éclaté de l'escalier, mais ensuite quelque chose s'est passé. Un sifflement, un fort PSH. Une mousse blanche a jailli des buses à l'intérieur de la pièce cachée. Le feu a été éteint instantanément. Richard a fixé le trou, abasourdi. « Système à long », a dit une voix depuis la porte. Nous nous sommes tous les deux tournés. Elias Thorne se tenait là, tenant une arme. Arthur avait aussi anticipé l'incendie criminel, a dit Elias calmement. La pièce est privée d'oxygène et équipée d'un système de suppression automatique. Richard a rugi de frustration. Il a chargé vers moi, sortant un petit pistolet de sa ceinture. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Si je ne peux pas brûler la preuve, a crié Richard, je tuerai l'héritier. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je l'ai plaqué. Nous avons heurté le sol violemment. Le pistolet a glissé sur le tapis. Richard était lourd, fort, alimenté par l'adrénaline. Ses mains ont trouvé ma gorge. Il a serré. J'ai haleté, griffant son visage. Ses yeux exorbités étaient emplis d'une pure malveillance. Tu aurais dû mourir dans cet accident aussi, a-t-il craché. J'ai dit au mécanicien de couper les lignes des deux côtés. Tu n'étais qu'un bébé. Tu étais censé être avec lui. Je l'ai frappé fort à l'estomac. Il a grogné et a desserré sa prise. Je me suis retourné et je l'ai frappé une fois, 2 fois, pour chaque année. Il m'a fait me sentir sans valeur. Pour chaque mensonge. Pour mon père, il s'est affaissé en arrière, hébété. Police. Jetez l'arme. Main en l'air. Des policiers en uniforme ont envahi la pièce. Sarah était derrière eux, pointant Richard du doigt. Ils ont relevé Richard du sol et l'ont menotté. Il saignait de la lèvre, respirait lourdement. Il m'a regardé. L'arrogance avait disparu. Tout ce qui restait était la peur. C'est fini, Richard, ai-je dit, me levant et essuyant le sang de mon front. Elias s'est approché et a rangé son arme. Il a regardé le panneau ouvert dans le mur. Allons-nous voir ce dont il avait si peur, a demandé Elias. J'ai hoché la tête. Nous sommes descendus les escaliers étroits dans la chambre rouge. Ça sentait le suppresseur chimique, mais les classeurs tapissant les murs étaient intacts. Au centre de la pièce se trouvait un bureau. Dessus, un seul dossier rouge. Je l'ai ouvert. Des photos granuleuses en noir et blanc d'il y a 20 ans. Un homme sous une voiture. Richard remettant une enveloppe d'argent à l'homme. Des relevés bancaires et un journal. Le journal de mon grand-père. Entrée. 4 juin 1998. Frank Ducas a avoué. Il dit que Richard l'a payé 50 000 $. Je l'ai sur cassette, mais je ne peux pas encore aller à la police. Richard a menacé Evelyn. Il dit que si je parle, il tuera Oliver. Je dois attendre. Je dois protéger le garçon. J'ai lu les mots à travers mes larmes. Mon grand-père n'avait pas ignoré les crimes de Richard. Il avait été pris en otage par eux. Il avait enduré la présence de Richard dans sa maison pendant 20 ans juste pour me garder en vie. Où est la cassette, ai-je demandé à Elias.
En sécurité, a dit Elias. Et Franck Ducas? Qui est Franck Ducas? Le mécanicien, a dit Elias. L'homme que Richard a engagé. Richard pense qu'il est mort. Mais Arthur l'a payé davantage. Il l'a payé pour disparaître, pour rester en vie. Est-il? Il est là, a dit Elias. Dans la maison d'hôte. Je l'ai amené la nuit dernière. J'ai fermé le dossier. J'avais tout. Le motif, la méthode, le témoin. Je suis remonté à l'étage. La police emmenait Richard. Il a vu le dossier rouge dans ma main et s'est affaissé. Son combat était enfin terminé. Dehors, les gyrophares éclairaient les murs du château. Ma mère se tenait près de la voiture de police, regardant Richard se faire pousser sur la banquette arrière. Elle m'a regardé. Elle a fait un pas en avant. Oliver, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il l'avait tué. Je l'ai regardé. Je voulais la croire. Je le voulais vraiment. Mais tu savais qu'il était dangereux, ai-je dit. Et tu l'as laissé rester. Tu l'as laissé m'élever. Elle a commencé à pleurer. J'avais peur. Moi aussi, ai-je dit. Mais je n'ai pas vendu mon âme. Je me suis détourné d'elle et j'ai marché vers Sarah et Elias. Le cauchemar était terminé. Mais en regardant les étoiles au-dessus du château Sterling, je savais que la guérison prendrait beaucoup plus de temps. Le procès de Richard Vance pour le meurtre de mon père, Daniel Sterling, est devenu la plus grande nouvelle de l'État. Ils l'ont appelé « le meurtre du château ». Chaque jour, le tribunal était bondé. Cette fois, je n'étais pas l'accusé. J'étais assis au premier rang, juste derrière la procureure, Catherine Walsh. Walsh était une légende. Elle avait des yeux qui pouvaient percer l'acier et une voix qui commandait un silence absolu. Elle n'avait pas besoin de théâtralité. Elle avait la vérité. Richard était assis à la table de la défense. Il avait l'air plus petit maintenant. Les costumes coûteux avaient été remplacés par des grilles de prison. Le sourire arrogant avait disparu, remplacé par un regard creux et hanté. Baxter l'avait abandonné. Aucun avocat ne veut être associé à un client qui essaie de les brûler vifs. Il était donc représenté par un défenseur public qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Les preuves étaient accablantes. Il y a d'abord eu les documents de la Chambre rouge. Walsh les a projetés sur grand écran. Les virements bancaires, le retrait de 50 000 $ en espèces 2 jours avant l'accident, les photos de Richard rencontrant un individu louche dans une ruelle. Puis est venue la vidéo de la chambre cachée elle-même. Pas le deepfake, mais les images de Richard essayant de brûler les preuves, criant qu'il avait tué mon père parce qu'il le gênait. Le jury a regardé en silence stupéfait tandis que la propre voix de Richard le condamnait. Mais le coup de grâce a été Franck Ducas. Quand l'huissier a appelé, l'accusation appelle Franck Ducas, un murmure a traversé la foule. Tout le monde pensait que le mécanicien était mort d'une overdose il y a 10 ans. C'était l'histoire que Richard avait répandue. Franck est entré. Il était vieux maintenant, marchant avec une canne, ses mains tremblantes. Il ressemblait à un homme qui avait passé 20 ans à regarder par-dessus son épaule. Il a prêté serment de dire la vérité. Monsieur Ducas, a demandé Walsh doucement. Reconnaissez-vous l'accusé? Franck a regardé Richard, les yeux remplis de larmes. Oui, c'est l'homme qui m'a payé pour couper les conduites de frein de la voiture de Monsieur Sterling. Racontez-nous ce qui s'est passé, a dit Walsh. J'étais endetté, a dit Franck, sa voix se brisant. Le jeu. Des gens dangereux me poursuivaient. Monsieur Vance l'a découvert. Il a proposé de tout rembourser plus 50 000. Il a dit qu'il fallait que ça ressemble à un accident. Et vous l'avez fait? Que Dieu me pardonne. Oui. Franck a pleuré. J'ai coupé la conduite de fluide juste assez pour qu'elle lâche quand il freinerait fort, comme dans un virage. Et après avoir appris la nouvelle, il est mort. Et le bébé Oliver, il n'était pas dans la voiture. Dieu merci. Monsieur Vance était furieux. Il m'a dit de quitter la ville où j'y passerai aussi. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce qu'Arthur Sterling m'a retrouvé, a dit Franck. Il m'a retrouvé une semaine plus tard. Je pensais qu'il allait me tuer, mais il ne l'a pas fait. Il m'a donné le choix.
Aller à la police et peut-être être tué par les contacts de Vance, ou disparaître. Le laisser me protéger jusqu'à ce que le moment soit venu. Il m'a regardé directement. J'ai attendu 20 ans pour dire « Je suis désolé, Oliver ». Je lui ai fait un signe de tête. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne lui pardonnais pas. Il avait tué mon père, mais je le comprenais. Il n'était qu'un autre pion dans le jeu de Richard. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Quand le verdict a été lu, Richard n'a pas réagi. Il a juste fixé la table. Mais alors qu'il l'emmenait, il s'est arrêté. Il m'a regardé une dernière fois. « Tu penses que tu as gagné ?» a-t-il râlé. « Tu es comme ton grand-père, un gardien de fantômes. Tu mourras seul dans cette grande maison froide. » Peut-être, ai-je dit, mais je mourrai avec une conscience tranquille. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les conséquences ont été rapides. L'Empire Vance s'est effondré du jour au lendemain. L'IRS est intervenu, gelant les actifs. Les créanciers ont frappé à la porte. Julian, privé de son fonds fiduciaire et faisant face à des accusations pour la vidéo deepfake, a conclu un accord de plaidoyer. Il a obtenu 3 ans de probation et des travaux d'intérêt général. Il a perdu son entreprise, sa Lamborghini, son Pantouse. Je l'ai vu une fois travailler dans un lave-auto à la périphérie de la ville. Il m'a vu passer dans mon camion. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a juste baissé les yeux et a continué à frotter. Ma mère, c'était la partie la plus difficile. Elle n'a pas été inculpée. Il n'y avait aucune preuve qu'elle savait pour le meurtre, mais la cour de l'opinion publique l'avait condamnée. Elle était la femme qui a dormi à côté d'un meurtrier pendant 20 ans. Les amis de la haute société ont disparu. Les adhésions au club ont été révoquées. Elle a déménagé dans un petit appartement en Floride. Elle m'appelle parfois. Les conversations sont courtes, maladroites. Nous parlons du temps. Nous ne parlons pas du passé. Mais il y avait un dernier secret, un dernier rebondissement que la Chambre rouge recelait. Une semaine après le procès, j'étais de retour au château. Je nettoyais la Chambre rouge, déplaçant les dossiers vers une archive sécurisée. Je me sentais plus léger, mais aussi vide. Le combat était terminé. Et maintenant ? Je déplaçais le lourd bureau quand j'ai remarqué une lame de plancher desserrée en dessous. Je l'ai soulevée. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours et une lettre. La lettre était écrite d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Une écriture élégante et bouclée, à mon fils Oliver. Mon cœur s'est arrêté. C'était de mon père, Daniel. Si tu lis ceci, alors Arthur a tenu sa promesse. Il m'a dit qu'il te le donnerait quand tu serais assez grand. J'écris ceci parce que j'ai peur. Richard Vance me menace. Il veut l'entreprise. Il veut la terre. Je l'ai refusé. Mais je vois la façon dont il me regarde. Je vois la façon dont il regarde ta mère. J'ai souscrit une police d'assurance vie, une grosse, mais pas celle que Richard connaît. J'ai créé un fonds séparé caché dans un compte offshore. C'est pour toi, Oliver, pour ton éducation, pour ton avenir. Mais plus important encore, à l'intérieur de cette boîte se trouve quelque chose qui t'appartient. J'ai ouvert la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, une simple chevalière en or avec l'écusson sterling et une microcassette. J'ai trouvé un vieux lecteur dans la bibliothèque et j'ai inséré la cassette. Clique là-dessus, Daniel, a dit une voix. C'était Richard, plus jeune, plus lisse. Ne sois pas stupide. Vends-moi les actions ou des accidents arrivent. Tu me menaces, Richard ? La voix de mon père, forte, défiante. Je te promets, a dit Richard, personne ne se met en travers du progrès, pas même la famille. Mon père l'avait enregistré. Il savait. Il savait qu'il allait mourir et il a essayé de laisser une trace, mais Richard avait été trop rapide. Je suis resté assis là, écoutant la voix de mon père pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas entendu une victime. J'ai entendu un héros, un homme qui a tenu bon. Attendez, je réalise que j'ai peut-être raconté les choses dans le désordre dans ma hâte d'expliquer le procès. Laissez-moi vous ramener à ce jour-là. Le jour de l'incendie. Le jour de la course-poursuite.
Parce que ce n'était pas juste une promenade en voiture. Ce furent les 30 minutes les plus longues de ma vie. Nous étions dans la Porsche de Sarah. Le moteur hurlait alors que nous roulions à plus de 160 km/h. Le monde extérieur était un flou d'arbres verts et d'asphalte gris. Il va nous tuer s'il nous voit, a dit Sarah, ses jointures blanches sur le volant. Il ne nous verra pas, ai-je dit, bien que je n'en sois pas sûr. Il est trop concentré sur le château. Nous avons vu de la fumée avant de voir les grilles. Une fumée noire et épaisse s'élevait dans le ciel. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Il nous a battus. Peut-être que ce n'est pas la pièce, a dit Sarah. Peut-être que c'est juste, nous n'avons pas terminé la phrase. Juste quoi? Tout le château? Nous avons dérapé à travers les grilles. La fumée venait de l'aile, mais ce n'était pas encore un enfer hurlant. C'était le début d'un incendie couvant, quelque chose de terrible. La voiture de Richard était là, porte ouverte. J'ai sauté avant que la voiture ne s'arrête complètement. Appelle la police, ai-je crié à Sarah. Dis-leur qu'il est armé. J'ai sprinté les marches. La porte d'entrée était défoncée. Richard n'avait pas utilisé de clé. Il l'avait défoncée. J'ai couru dans le foyer. C'était vide. J'ai entendu des bruits de fracas venant de l'aile. J'ai couru devant le grand escalier. Mes pas résonnaient sur le marbre. J'ai atteint les portes de la bibliothèque. Elles étaient ouvertes. À l'intérieur, c'était le chaos. Des livres étaient arrachés des étagères. Des chaises étaient renversées. Et là, contre le mur du fond, se tenait Richard. Il avait arraché l'immense tapisserie. Elle gisait en un tas sur le sol. Il tapait des chiffres sur un clavier encastré dans la pierre. Richard, ai-je crié. Il s'est retourné. Il transpirait, les yeux fous. Il tenait un briquet argenté dans une main et une bouteille de liquide inflammable dans l'autre. Toi, a-t-il grogné. Tu n'as pas pu laisser tomber, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu simplement prendre l'argent et partir. Tu l'as tué, ai-je dit, m'avançant lentement vers lui. Tu as tué mon père. Il était faible, a crié Richard. Il ne savait pas comment utiliser cette richesse. Il allait donner la moitié du terrain à l'État pour un parc. Parc. J'ai vu le potentiel. J'ai vu l'empire. Alors, tu l'as assassiné. J'ai pris une décision commerciale, a hurlé Richard. Le clavier a bipé vert. Clic. Une section du mur de pierre s'est ouverte. Richard a attrapé la poignée et a tiré. Un escalier sombre et étroit a été révélé. Il a vaporisé du liquide inflammable dans l'ouverture sombre. Non. J'ai bondi sur lui. Richard a balancé la bouteille de liquide inflammable, me frappant à la tête. J'ai trébuché en arrière, voyant des étoiles. Il a allumé le briquet. Adieu, Oliver, a-t-il dit. Il a jeté le briquet allumé dans le trou. Ouch. Une boule de feu a éclaté de l'escalier, mais ensuite quelque chose s'est passé. Un sifflement, un fort PSH. Une mousse blanche a jailli des bulles à l'intérieur de la pièce cachée. Le feu a été éteint instantanément. Richard a fixé le trou, abasourdi. Système allons, a dit une voix depuis la porte. Nous nous sommes tous les deux tournés. Elias Thorne se tenait là, tenant une arme. Arthur avait aussi anticipé l'incendie criminel, a dit Elias calmement. La pièce est privée d'oxygène et équipée d'un système de suppression automatique. Richard a rugi de frustration. Il a chargé vers moi, sortant un petit pistolet de sa ceinture. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Si je ne peux pas brûler la preuve, a crié Richard, je tuerai l'héritier. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je l'ai plaqué. Nous avons heurté le sol violemment. Le pistolet a glissé sur le tapis. Richard était lourd, fort, alimenté par l'adrénaline. Ses mains ont trouvé ma gorge. Il a serré. J'ai haleté, griffant son visage. Ses yeux exorbités étaient emplis d'une pure malveillance. Tu aurais dû mourir dans cet accident aussi, a-t-il craché. J'ai dit au mécanicien de couper les lignes des deux côtés. Tu n'étais qu'un bébé. Tu étais censé être avec lui. Je l'ai frappé fort à l'estomac. Il a grogné et a desserré sa prise.
Je me suis retourné et je l'ai frappé 1 fois, 2 fois, pour chaque année. Il m'a fait me sentir sans valeur. Pour chaque mensonge. Pour mon père, il s'est affaissé en arrière, hébété. Police. Jetez l'arme. Main en l'air. Des policiers en uniforme ont envahi la pièce. Sarah était derrière eux, pointant Richard du doigt. Ils ont relevé Richard du sol et l'ont menotté. Il saignait de la lèvre, respirait lourdement. Il m'a regardé. L'arrogance avait disparu. Tout ce qui restait était la peur. C'est fini, Richard, ai-je dit, me levant et essuyant le sang de mon front. Elias s'est approché et a rangé son arme. Il a regardé le panneau ouvert dans le mur. Allons-nous voir ce dont il avait si peur, a demandé Elias. J'ai hoché la tête. Nous sommes descendus les escaliers étroits dans la chambre rouge. Ça sentait le suppresseur chimique, mais les classeurs tapissant les murs étaient intacts. Au centre de la pièce se trouvait un bureau. Dessus, un seul dossier rouge. Je l'ai ouvert. Des photos granuleuses en noir et blanc d'il y a 20 ans. Un homme sous une voiture. Richard remettant une enveloppe d'argent à l'homme. Des relevés bancaires et un journal. Le journal de mon grand-père. Entrée. 4 juin 1998. Frank Ducas a avoué. Il dit que Richard l'a payé 50 000 $. Je l'ai sur cassette, mais je ne peux pas encore aller à la police. Richard a menacé Evelyn. Il dit que si je parle, il tuera Oliver. Je dois attendre. Je dois protéger le garçon. J'ai lu les mots à travers mes larmes. Mon grand-père n'avait pas ignoré les crimes de Richard. Il avait été pris en otage par eux. Il avait enduré la présence de Richard dans sa maison pendant 20 ans juste pour me garder en vie. Où est la cassette, ai-je demandé à Elias. En sécurité, a dit Elias. Et Frank Ducas? Qui est Frank Ducas? Le mécanicien, a dit Elias. L'homme que Richard a engagé. Richard pense qu'il est mort. Mais Arthur l'a payé davantage. Il l'a payé pour disparaître, pour rester en vie. Est-il? Il est là, a dit Elias. Dans la maison d'hôte. Je l'ai amené la nuit dernière. J'ai fermé le dossier. J'avais tout. Le motif, la méthode, le témoin. Je suis remonté à l'étage. La police emmenait Richard. Il a vu le dossier rouge dans ma main et s'est affaissé. Son combat était enfin terminé. Dehors, les gyrophares éclairaient les murs du château. Ma mère se tenait près de la voiture de police, regardant Richard se faire pousser sur la banquette arrière. Elle m'a regardé. Elle a fait un pas en avant. Oliver, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il l'avait tué. Je l'ai regardé. Je voulais la croire. Je le voulais vraiment. Mais tu savais qu'il était dangereux, ai-je dit. Et tu l'as laissé rester. Tu l'as laissé m'élever. Elle a commencé à pleurer. J'avais peur. Moi aussi, ai-je dit. Mais je n'ai pas vendu mon âme. Je me suis détourné d'elle et j'ai marché vers Sarah et Elias. Le cauchemar était terminé. Mais en regardant les étoiles au-dessus du château Sterling, je savais que la guérison prendrait beaucoup plus de temps. Le procès de Richard Vance pour le meurtre de mon père, Daniel Sterling, est devenu la plus grande nouvelle de l'État. Ils l'ont appelé « le meurtre du château ». Chaque jour, le tribunal était bondé. Cette fois, je n'étais pas l'accusé. J'étais assis au premier rang, juste derrière la procureure, Catherine Walsh. Walsh était une légende. Elle avait des yeux qui pouvaient percer l'acier et une voix qui commandait un silence absolu. Elle n'avait pas besoin de théâtralité. Elle avait la vérité. Richard était assis à la table de la défense. Il avait l'air plus petit maintenant. Les costumes coûteux avaient été remplacés par des grilles de prison. Le sourire arrogant avait disparu, remplacé par un regard creux et hanté. Baxter l'avait abandonné. Aucun avocat ne veut être associé à un client qui essaie de les brûler vifs. Il était donc représenté par un défenseur public qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Les preuves étaient accablantes. Il y a d'abord eu les documents de la Chambre rouge. Walsh les a projetés sur grand écran. Les virements bancaires,
le retrait de 50 000 $ en espèces 2 jours avant l'accident, les photos de Richard rencontrant un individu louche dans une ruelle. Puis est venue la vidéo de la chambre cachée elle-même. Pas le deepfake, mais les images de Richard essayant de brûler les preuves, criant qu'il avait tué mon père parce qu'il le gênait. Le jury a regardé en silence stupéfait tandis que la propre voix de Richard le condamnait. Mais le coup de grâce a été Franck Ducas. Quand l'huissier a appelé, l'accusation appelle Franck Ducas, un murmure a traversé la foule. Tout le monde pensait que le mécanicien était mort d'une overdose il y a 10 ans. C'était l'histoire que Richard avait répandue. Franck est entré. Il était vieux maintenant, marchant avec une canne, ses mains tremblantes. Il ressemblait à un homme qui avait passé 20 ans à regarder par-dessus son épaule. Il a prêté serment de dire la vérité. Monsieur Ducas, a demandé Walsh doucement. Reconnaissez-vous l'accusé? Franck a regardé Richard, les yeux remplis de larmes. Oui, c'est l'homme qui m'a payé pour couper les conduites de frein de la voiture de Monsieur Sterling. Racontez-nous ce qui s'est passé, a dit Walsh. J'étais endetté, a dit Franck, sa voix se brisant. Le jeu. Des gens dangereux me poursuivaient. Monsieur Vance l'a découvert. Il a proposé de tout rembourser plus 50 000. Il a dit qu'il fallait que ça ressemble à un accident. Et vous l'avez fait? Que Dieu me pardonne. Oui. Franck a pleuré. J'ai coupé la conduite de fluide juste assez pour qu'elle lâche quand il freinerait fort, comme dans un virage. Et après avoir appris la nouvelle, il est mort. Et le bébé Oliver, il n'était pas dans la voiture. Dieu merci. Monsieur Vance était furieux. Il m'a dit de quitter la ville où j'y passerai aussi. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce qu'Arthur Sterling m'a retrouvé, a dit Franck. Il m'a retrouvé une semaine plus tard. Je pensais qu'il allait me tuer, mais il ne l'a pas fait. Il m'a donné le choix. Aller à la police et peut-être être tué par les contacts de Vance, ou disparaître. Le laisser me protéger jusqu'à ce que le moment soit venu. Il m'a regardé directement. J'ai attendu 20 ans pour dire « Je suis désolé, Oliver ». Je lui ai fait un signe de tête. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne lui pardonnais pas. Il avait tué mon père, mais je le comprenais. Il n'était qu'un autre pion dans le jeu de Richard. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Quand le verdict a été lu, Richard n'a pas réagi. Il a juste fixé la table. Mais alors qu'il l'emmenait, il s'est arrêté. Il m'a regardé une dernière fois. Tu penses que tu as gagné, a-t-il râlé. Tu es comme ton grand-père, un gardien de fantômes. Tu mourras seul dans cette grande maison froide. Peut-être, ai-je dit, mais je mourrai avec une conscience tranquille. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les conséquences ont été rapides. L'Empire Vance s'est effondré du jour au lendemain. L'IRS est intervenu, gelant les actifs. Les créanciers ont frappé à la porte. Julian, privé de son fonds fiduciaire et faisant face à des accusations pour la vidéo deepfake, a conclu un accord de plaidoyer. Il a obtenu 3 ans de probation et des travaux d'intérêt général. Il a perdu son entreprise, sa Lamborghini, son Pantouse. Je l'ai vu une fois travailler dans un lave-auto à la périphérie de la ville. Il m'a vu passer dans mon camion. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a juste baissé les yeux et a continué à frotter. Ma mère, c'était la partie la plus difficile. Elle n'a pas été inculpée. Il n'y avait aucune preuve qu'elle savait pour le meurtre, mais la cour de l'opinion publique l'avait condamnée. Elle était la femme qui a dormi à côté d'un meurtrier pendant 20 ans. Les amis de la haute société ont disparu. Les adhésions au club ont été révoquées. Elle a déménagé dans un petit appartement en Floride. Elle m'appelle parfois. Les conversations sont courtes, maladroites. Nous parlons du temps. Nous ne parlons pas du passé. Mais il y avait un dernier secret, un dernier rebondissement que la Chambre rouge recelait. Une semaine après le procès, j'étais de retour au château. Je nettoyais la Chambre rouge, déplaçant les dossiers vers une archive sécurisée. Je me sentais plus léger, mais aussi vide. Le combat était terminé. Et maintenant? Je déplaçais le lourd bureau quand j'ai remarqué une lame de plancher desserrée en dessous. Je l'ai soulevée.
À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours et une lettre. La lettre était écrite de la main de ma mère. Mais elle ne m'était pas adressée. Elles étaient adressées à la police. J'ai déplié la première. Elle était datée de 2002, 4 ans après la mort de mon père, acquis de droit. Mon nom est Evelyne Vance. J'écris ceci parce que j'ai peur pour ma vie et la vie de mon fils Oliver. Mon mari Richard Vance m'a avoué avoir trafiqué la voiture de mon défunt mari. Il dit que si j'essaie de partir, il fera de même à Oliver. Je suis piégé. Je n'ai pas accès à l'argent. Il surveille mes appels. Je cache cette lettre au cas où il m'arriverait quelque chose. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il y avait une douzaine de lettres comme celle-ci, non envoyées. Je me suis assis par terre, les papiers tremblants dans mes mains. Elle n'avait pas seulement été faible. Elle avait été prisonnière. Elle avait essayé de s'exprimer, du moins sur papier. Elle les avait cachés ici, au seul endroit où Richard ne regardait jamais, la bibliothèque de grand-père, espérant que quelqu'un les trouverait si elles disparaissaient. Pourquoi ne les a-t-elle pas données à grand-père? Peut-être qu'elle n'a pas pu l'atteindre. Peut-être que Richard la surveillait de trop près. J'ai alors réalisé que la méchanceté de Richard Vance ne résidait pas seulement dans les grands crimes, le meurtre, le vol. Elle résidait dans la terreur quotidienne qu'il infligeait. Il avait brisé son esprit si complètement que même ses tentatives de riposte étaient étouffées avant de pouvoir commencer. Cela n'effaçait pas son échec à me protéger. Mais cela la rendait humaine. Cela en faisait une tragédie, pas seulement une traîtresse. J'ai pris les lettres et la photo. Je les garderai. Peut-être qu'un jour, quand assez de temps se serait écoulé, je les lui montrerai. Peut-être que cela nous aiderait à guérir. Je suis sorti dans le jardin. Un groupe d'enfants jouait au football sur la pelouse où la Rolls-Royce avait l'habitude de se garer. L'un d'eux, un garçon maigrichon d'environ 10 ans, a tiré le ballon vers moi. Je l'ai arrêté du pied. « Bon tir », ai-je dit. « Pardon, monsieur Oliver », a-t-il crié. « C'est juste Oliver », ai-je dit, renvoyant le ballon. Sarah s'est approchée de moi, tenant 2 tasses de café. Elle avait l'air fatiguée mais heureuse. Nous avions passé les 6 derniers mois à lutter contre la bureaucratie pour mettre la fondation en marche. On dirait que tu as vu un fantôme, a-t-elle dit en me tendant une tasse. Peut-être bien, ai-je dit, touchant la poche où se trouvaient les lettres. Mais je pense que les fantômes se reposent enfin. Nous avons obtenu l'approbation pour le nouveau studio d'art, a dit Sarah. Et les documents promotionnels pour le gala de collecte de fonds sont prêts. Bien, ai-je dit. Grand-père aurait aimé ça. Il disait toujours qu'un château est inutile à moins qu'il ne protège des gens. Il vous a protégé, a dit Sarah. Il l'a fait. Et maintenant nous les protégeons, ai-je dit. J'ai levé les yeux vers la tour principale. Le drapeau de la famille Sterling flottait à nouveau, claquant dans le vent. Ce n'était plus un symbole de richesse. C'était un symbole de résilience. Richard Vance était dans une cellule, fixant des murs de béton. Julien raclait du ciment, apprenant la valeur d'$1. Ma mère était en Europe, essayant de se retrouver dans le calme. Et j'étais là, debout sur ma propre terre, entouré de gens qui avaient autant besoin de cet endroit que moi. Je n'étais pas seulement l'héritier d'une fortune. J'étais l'architecte d'un nouvel héritage. Et cette fois, la fondation n'était pas construite sur des mensonges. Elle était construite sur la vérité. Cette histoire ne parle pas seulement d'un héritage volé ou d'une affaire judiciaire dramatique. Elle parle de la nature insidieuse de la cupidité et de la façon dont elle peut démanteler une famille de l'intérieur. Richard Vance pensait que le pouvoir venait de la propriété, du titre de propriété, des voitures chères. Il croyait pouvoir effacer la vérité avec l'argent et l'intimidation. Mais la vraie leçon ici est sur le pouvoir de la documentation et de la patience. Mon grand-père Arthur m'a appris qu'on ne combat pas un tyran en criant plus fort que lui. On le combat avec des faits, avec de la préparation, et avec la conviction inébranlable que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit par trouver la lumière. Cela nous enseigne également la complexité de la victimisation. Le silence de ma mère était frustrant, même dommageable, mais il était né de la peur. Cela nous rappelle que nous ne connaissons jamais vraiment les batailles que les gens mènent à huis clos. Cependant, le message le plus important est que votre héritage est ce que vous construisez, pas ce qui vous est donné.
J'aurais pu prendre le château et devenir un autre Richard accumulant les richesses. Au lieu de cela, j'ai choisi de briser le cycle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous gardez pour vous. Il réside dans ce que vous pouvez faire pour les autres. Je veux entendre vos témoignages. Avez-vous déjà dû tenir tête à quelqu'un qui détenait tout le pouvoir? Ou avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Si vous avez apprécié ce voyage et que vous croyez que la vérité vaut la peine d'être défendue, veuillez commenter, bien, ci-dessous. Cela me dit que des histoires comme celle-ci comptent pour vous. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que la vérité est la seule chose qui ne peut pas être brûlée.